Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bernard de Flessel pour le groupe Les Républicains. Vous avez 5 minutes également. Merci. Bon, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous me permettrez de faire un clin d'œil à mes complices, bien sûr, Jérôme Lambert et Arnaud Leroy, avec qui, depuis quelques années, nous commettons ces rapports sur les négociations internationales. Bon, la question qui nous interpelle aujourd'hui, c'est où en sommes-nous? Où en sommes-nous après l'accord de Paris, la COP21, et où en sommes-nous, bien sûr, après celle de Marrakech, il y a quelques semaines? Paris, les points positifs, ils ont été rappelés. Excellent travail diplomatique de la France, excellent travail, bien sûr, du ministère de l'Environnement, un accord qui a emporté une adhésion quasi totale de plus de 180 pays sur les 194 de la communauté internationale, une vraie prise de conscience au niveau international, une ratification rapide, et ça, c'était pas forcément attendu. Par contre, il y a des points faibles. Il faut les mettre en exergue également. La somme des INDC, les INDC, c'est finalement, dans le langage onusien, les feuilles de route que chaque pays a bien voulu remonter au niveau national et au niveau international. Bien, la feuille de route, quand on les collationne, ça fait 3 degrés, 3 degrés et demi. Donc on est très loin de l'objectif des 2 degrés, voire des 1,5 degré. La deuxième chose, c'est que nous avons un traité, malheureusement, qui n'est pas juridiquement contraignant. Il n'est pas juridiquement contraignant parce qu'il n'y a pas de contraintes, il y a peu de contrôle et évidemment pas de sanctions. Et donc ça, c'est évidemment une problématique qu'il nous faudra régler. À Marrakech, la COP22, c'était l'ambition, évidemment, de mettre en œuvre, finalement, l'accord de Paris. Il y a eu quelques avancées, bien sûr, sur l'organisation de la mise en œuvre, mais il y avait 2 objectifs, à mon sens, qui devaient être portés, qui n'ont pas été obtenus pour l'instant. C'est l'obligation de revisiter ces fameuses feuilles de route, ces INDC, très vite. On ne peut pas attendre 2023, on ne peut pas attendre 5 ans. L'urgence, bien sûr, est là. Et la deuxième chose, c'était de sécuriser les financements. Là aussi, ça n'a été fait qu'en partie. On est très loin des 100 milliards de dollars par an en 2020, puisque, vous le savez, le rapport de l'OCDE, peu ou prou, en annonce 67, même s'il avait été fort contesté. Donc c'est un résultat quand même mitigé, et il va nous falloir redoubler d'efforts à Bonn, puisque c'est la COP23 qui va avoir lieu, évidemment, à la fin de l'année. Alors notre situation actuelle, quelle est-elle? Il y a une augmentation continue du CO2. Je regardais les chiffres des scientifiques qui sont sortis tout récemment. En 2016, c'est 41 milliards de tonnes. En 2030, ça sera, si nous ne faisons rien de plus, 55 milliards de tonnes. Or, pour faire 2 degrés, il faut faire 41 à 42 milliards de tonnes. Donc, vous voyez que le gap est très important. Deuxièmement, il y a eu un record de chaleur, ça a été dit en 2016, l'année la plus chaude depuis 1880. Depuis 1880, c'est la date où l'on a fait des relevés au niveau international. Et en outre, sur l'année 2016 et 2017, bien sûr, 2016 surtout, les 16 années qui ont été les plus chaudes sur les 17 depuis également 1880. Donc si on veut avoir un regard sur les négociations internationales, c'est la question que nous posons aujourd'hui, c'est le débat. Moi, je vous invite à regarder les positions des États-Unis. Les États-Unis, c'est 15% des émissions, ce n'est pas rien. M. Trump a fait des déclarations pendant sa campagne électorale. Maintenant, il passe aux actes. Et les actes, vous le savez, c'est les nominations. Et les nominations, les voilà. C'est les nominations climato-sceptiques. M. Rick Perry, secrétaire à l'énergie, qui est un ministère qu'il voulait supprimer, rien de moins. M. Scott Pruitt, qui va être le patron de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, qu'il combattait en justice il y a quelques mois. Ryan Zinke, responsable des réserves naturelles au ministère de l'Intérieur, qui est favorable au forage et aux pipelines de tout genre, et Thomas Pyle, auteur du programme énergétique de l'administration Trump. Voilà la réalité, mes chers collègues. Ce sont les nominations, ce ne sont plus des déclarations en campagne électorale, quand il nous expliquait que finalement la problématique venait de la Chine qui voulait combattre les États-Unis et les entreprises des États-Unis. Voilà la réaction et la réalité des faits. En fait, il prépare rien moins que l'abrogation des décrets Obama, qui imposaient des limites, bien sûr, aux émissions des voitures et aux centrales électriques, c'est pas rien. La relance également des centrales au charbon propre, entre guillemets. Et puis, ils explorent les voies légales de pouvoir se retirer de l'accord de Paris. Alors, on nous explique que ce n'est pas possible avant 4 ans. Oui, sauf, chers collègues, qu'il y a une possibilité, c'est de sortir, évidemment, de la Convention des Nations Unies. Et si, par malheur, les États-Unis sortaient de la Convention des Nations Unies, alors ils pourraient se retirer de l'accord de Paris sous 1 an. Voilà la réalité des faits. Et donc, nous devons évidemment être de la plus grande vigilance. En conclusion, je ne suis ni pessimiste ni optimiste, je suis simplement réaliste.
Il y a une vraie prise de conscience au niveau international. Depuis une quinzaine d'années qu'on suit ces questions, elle est réelle. Il y a une vraie prise de conscience, elle est universelle, mais elle a du mal à se traduire dans les faits. Je dirais simplement que la route est longue, mais que la pente est rude. Merci, monsieur.